Bienvenue à ce sommet 2025 qui prend sa fin aujourd'hui ici à l'Université de Montréal avec la participation de plusieurs dignitaires. Nous vous invitons à suivre l'intégralité de ce déroulement qui va être très époustouflant avec le dignitaire. Les réactions vont décourir de partout. Alors restez sur Afro-Canada Télévision et je vous invite, venez avec moi pour suivre le déroulement de ces sommets. Merci. Et vous le savez tous, nous sommes ici réunis à l'Université de Montréal, dans le pavillon Jean Coutu, et nous sommes accueillis par l'université. Et pour les propos de circonstance, les propos de bienvenue, je vais demander à M. Ahmed Maherzi de venir nous rejoindre sur la scène. Merci. Bonjour à toutes et à tous, Monsieur le Président du sommet, chers collègues, Mesdames et Messieurs. Je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement Édouard pour son invitation. C'est un grand honneur de prendre la parole aujourd'hui au nom de l'Université de Montréal, hôte de ce sommet et de sa faculté de médecine. Alors, il y a un peu plus de 4 ans, le sommet Jeune Afro, l'Association médicale des Noirs du Québec et le Bureau de la responsabilité sociale de la faculté de médecine de l'Université de Montréal ont uni leurs forces pour initier une collaboration ambitieuse. Ensemble, nous avons identifié un enjeu majeur qui était la sous-représentation des étudiantes et étudiants des communautés noires dans les programmes de médecine et des sciences de la santé. Cette mobilisation a mené le 21 avril 2021 à l'organisation d'un forum citoyen axé sur cette problématique. Cet événement, auquel ont participé nos partenaires, mais également les autres facultés des sciences de la santé et la faculté de droit de l'Université de Montréal, ainsi que la faculté de médecine de l'Université McGill, a marqué le début d'un plan d'action construit collectivement. Ce plan a été officiellement lancé le 15 septembre 2022 en présence de Mme Valérie Amirault, la vice-rectrice des partenaires communautaires et internationaux de l'Université de Montréal, du docteur Patrick Cossette, doyen de la faculté de médecine de l'Université de Montréal, et de messieurs Édouard Stacco et Édouard Coissy, présidents respectifs du sommet Jeune Afro et de l'action médicale des Noirs du Québec. Ce fut un moment clé pour réaffirmer l'engagement de tous envers la mise en œuvre de ce plan d'action ambitieux. Ce projet repose sur une approche profondément communautaire, axée dans la co-construction. Nos partenaires ont été impliqués à toutes les étapes, de l'identification des besoins jusqu'à l'élaboration d'un plan structuré reposant sur 5 axes stratégiques. Cette démarche a permis d'instaurer une véritable relation de confiance et un dialogue authentique et sincère aligné sur les besoins des communautés. Depuis 4 ans, nous avançons ensemble avec un respect mutuel et une collaboration constructive. Cette collaboration reflète parfaitement la stratégie de l'Université de Montréal et de sa faculté de médecine de promouvoir l'équité, la diversité et l'inclusion dans ses programmes et ses politiques. L'adoption unanime de ce plan d'action par le Conseil de la faculté de médecine de l'Université de Montréal le 22 avril témoigne de cet engagement. Et mieux encore, cette initiative a inspiré les autres facultés de l'Université de Montréal, à savoir les autres facultés des sciences de la santé et la faculté de droit, qui ont développé des projets similaires intégrant l'admission inclusive. Aujourd'hui, notre défi est de maintenir cette dynamique collaborative tout en assurant le suivi des actions qui ont été prévues ensemble. Cet après-midi, mes collègues Jean-Michel Leduc et Isabelle Ferdinand vous présenteront les avancées réalisées et qui sont le reflet de tout le chemin parcouru les 3 dernières années. Alors voilà, enfin, pour terminer, je tiens encore à exprimer ma gratitude à Édouard, à l'équipe du sommet, ainsi qu'à tous les partenaires et les collaborateurs engagés dans cette belle démarche. L'Association médicale des Noirs du Québec, la faculté de médecine et les autres facultés de l'Université de Montréal, la direction générale du service de recrutement et de l'admission et l'équipe Cap Campus qui travaille en amont de l'université au niveau de l'Université de Montréal, la Fondation Inspire et bien sûr sans oublier les étudiants impliqués et engagés, particulièrement les étudiants de l'association
des étudiants noirs en médecine de la faculté de médecine Vertier de Montréal, ainsi que les étudiants de l'aide jeunesse de l'association médicale des Noirs du Québec. Ensemble, nous construisons un projet porteur qui marquera durablement les générations actuelles et futures. Je vous souhaite un excellent sommet et je vous remercie tous pour votre engagement. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Pourquoi le sommet réalise-t-il des projets? Pourquoi nous prenons des initiatives? Et à chaque fois, on pose toujours ces mêmes questions. La réponse, elle est là, devant vous. C'est la déclaration fondatrice du sommet qui a été faite en janvier 2017. C'est une déclaration qui mérite attention. Donc, je vais vous lire 2 paragraphes et c'est sur le site du sommet. C'est également sur une bannière sur le pas perdu dehors. Donc, prenez le temps de lire cette déclaration et vous saurez quel est le bien fondé de ce sommet. Nous, membres des communautés noires, dirigeantes d'organismes, leaders associatives et partenaires publics et privés, réunis à Montréal le 25 janvier 2025, nous exprimons notre confiance dans le potentiel et la réussite de nos jeunes. Nous croyons que nos jeunes méritent de vivre dans une société dans laquelle la qualité de vie, la diversité culturelle, l'égalité des chances, la protection de l'environnement, la réussite éducative, l'emploi et l'inclusion sont au cœur des préoccupations quotidiennes. Voilà tout ce que nous faisons, les partenariats que nous formons, les avancées qui sont faites découlent de la déclaration fondatrice du sommet. Nous sommes là, non seulement pour voir qu'est-ce qui se passe à travers nos communautés, mais aussi apporter des éléments de solutions durables. Donc, on continue. Et cette fois-ci, je vais céder la parole à quelqu'un. Mais avant de céder la parole, je vais remercier les partenaires du sommet. Le sommet est réalisé avec l'appui financier du Secrétariat à la jeunesse Québec, que nous appelons affectueusement entre nous SAGE, la Fondation Lucie et André Chagnon, Développement économique pour les régions du Québec, Canada Économique Développement et Québec. Donc, c'est le même, c'est juste en anglais. Et puis, l'Université de Montréal. Donc, nous disons un grand merci à ces partenaires, à tout ce beau monde qui a permis que nous puissions être là aujourd'hui. Donc, le sommet va être dit ouvert, mais pour ce faire, je vais appeler le président qui est déjà à côté de moi, mais j'étais investie d'une mission, Édouard, et je ne saurais descendre cette estrade sans le faire. Nous avons une jeune, l'un de nos programmes, RIDE, qui m'avait confié une mission. Édouard, tu me fais l'espoir. Et tu vas devoir faire quelque chose de très symbolique, parce que je vois que tu es déjà habillé, mais je connais déjà aussi le cadeau. Donc, c'est un cadeau de Brianna. C'est un jeune du projet RIDE. Oui. Et c'est un talent confirmé qui fait un travail extraordinaire, patinage artistique dans un domaine généralement où les jeunes noirs ne sont pas si impliqués que ça, mais elle-même, elle a tenu à faire ce pari et elle nous représente fièrement. Donc c'est son cadeau et comme je te dis symboliquement, peut-être que tu vas devoir faire quelques changements, mais je tenais quand même à le faire. Merci, merci beaucoup Brianna. Elle était au Danemark, non? Oui, elle a fait un voyage et elle est revenue et elle a tenu quand même, voilà. Et puis je me dis qu'il y a des verres, des lunettes, peut-être qu'on ne pourra pas les chausser. Et moi, pour la cravate, est-ce qu'on sait faire des nœuds de cravate? Est-ce qu'on peut les défaire et les refaire tout de suite? Ça, c'est le grand pari. Donc, mesdames et messieurs, je vous souhaite réellement un bon sommet. Et je sais qu'avec Édouard, on va avoir la suite. Mais comme je te dis, est-ce que c'est dans la pause? Ouais. C'est maintenant, c'est là. Merci beaucoup, Brianna.
a le choix. Écoutez, on va travailler ça pendant la pause. Je regarde M. Edouard qui est là, sa cravate est tellement parfaitement. Je pense qu'on va travailler ça pendant la pause. OK? J'y reviendrai. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Edouard, et merci à vous. Bon sommet. Écoutez, Sandra, tu restes. Ben, écoutez, avant d'aller dans les propos un peu plus protocolaires, je tiens vraiment à remercier Sandra de sa présence. OK? Sans aller dans les détails, Sandra a eu un terrible accident d'auto qui fait qu'elle n'est pas à 100%, mais elle tenait à être présente aujourd'hui comme bénévole. Wow. Sandra, on se taquine en disant c'est la première employée du sommet. Avant toute autre chose, il y avait une idée. Quand ça a commencé à germer, il y a eu Sandra et malgré un accident qui a laissé son auto et elle. Parfait. Écoutez, des dignitaires, regardez, je commence par vous dire, ça se pourrait que j'ai pas la liste exacte, je m'en excuse, mais je tiens à saluer la présence de quelques personnalités parmi nous. Je voudrais saluer la présence de la très honorable Michaëlle Jean, qui est présente avec nous aujourd'hui. Monsieur Christopher Skeet, ministre de la lutte contre le racisme et ministre délégué en économie. Christopher Skeet. Monsieur, bon, je pense pas qu'il est là, mais Madame Magwanika Cadet, députée de Bourassa et porte-parole de l'opposition officielle en matière de la jeunesse. Regardez. Un petit peu plus tard, on a un panel solidaire. Écoutez, Monsieur Franz Benjamin, député de Vio, 3e vice-président de l'Assemblée nationale du Québec. Madame Shirley Dorismond, députée de Marie-Victorin. Et ben, je pense que c'est à lui d'intervenir. Est-ce que Mme Somouélé est arrivée? Non. Écoutez, j'en profite pour saluer aussi la présence de M. Josué Corville, qui est conseiller de ville dans Saint-Michel. Oui, je sais, c'est parce que ça me permet de rattraper dans mes minutes. Mon équipe me dit, mais je le savais, j'avais lui demandé de prendre la parole. M. Andrés Fontesilla, qui est porte-parole du 2e groupe d'opposition en matière de lutte contre le racisme. On lui demande de nous adresser quelques mots. M. Andrés Fontesilla. Mon équipe a suivi cette année une formation donnée par l'Assemblée nationale et on m'a dit, voici dans l'ordre qu'il faut faire les choses. Donc, moi, je suis. Allez-y. Merci beaucoup, M. Stacco. Merci beaucoup tout le monde, dignitaires. Merci beaucoup d'être ici à un événement important pour l'ensemble des communautés noires du Québec. Je crois que votre présence ici témoigne de votre engagement à faire en sorte que les membres des communautés noires aient des meilleures conditions de vie et une présence beaucoup plus importante qui corresponde à leur présence réelle dans la société québécoise. Et évidemment, il faut se concentrer, il faut se pencher sur la situation de tout le monde, mais en particulier, il faut se pencher sur la situation des plus jeunes qui constituent l'avenir de notre société. On sait que tout n'est pas facile dans la vie des jeunes. Il faut souvent leur donner un coup de pouce. Il faut des structures. Je félicite d'ailleurs l'Université de Montréal d'avoir mis en place un plan d'action afin d'accroître la présence des membres des jeunes, des communautés noires dans les métiers de la santé, y compris en médecine. C'est des efforts louables qui sont appelés à du succès parce que
nous sommes doués d'une grande intelligence. Il faut savoir seulement vous donner la possibilité de l'exploiter et aller loin dans la vie et faire en sorte que nos communautés avancent et réaffirment la présence dans la société québécoise. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, restez avec nous. Il y a beaucoup d'informations toute la journée. Vous le savez, j'avais fait les excuses, mais je me suis rendu compte, je n'ai pas salué la présence de M. Luc Rabouin, qui était président du comité exécutif de la Ville de Montréal, mais je pense qu'il a d'autres ambitions de ce temps-ci. Donc, voilà, M. Rabouin. Je veux saluer Mme Myrlande Pierre, vice-présidente de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, le mandat de volet, mandat. Je veux aussi saluer Madame... est-ce que c'est votre première sortie comme vice-présidente? J'aime ça. Madame Stéphanie Garot, nouvellement vice-présidente du sommet... non. Vous avez un peu de travail à faire avant. Vice-présidente de la Commission des droits de la personne et les droits de la personne et de la jeunesse, le mandat jeunesse, toute nouvelle vice-présidente. Félicitations, madame. Dans les allocutions, c'est au tour de la députée de Bourassa, porte-parole de l'opposition officielle pour la jeunesse, Madame Madwanika Cadet. Voilà. En fait, ça s'enlève, voilà. Oui. Merci, Édouard. Bonsoir. Plutôt bonjour. Bonjour à tous. Salutations à mes collègues. Je suis extrêmement choyée donc d'être parmi vous donc en cette 8e édition du Sommet Jeune Afro. Une occasion donc pour bon nombre d'entre nous donc de se voir à Québec il y a 2 ans, donc depuis le début de mon mandat à l'Assemblée nationale, ensuite à Gatineau l'an dernier et à Montréal cette fois-ci. Et à chaque opportunité, à chaque occasion, je suis toujours extrêmement interpellée de tout ce que nous avons l'occasion d'apprendre lors de cette journée. C'est effectivement donc une journée de partage, mais oui, surtout d'apprentissage, où on ressort donc ressourcé par rapport à notre rôle, à nos rôles comme partenaires, comme membres des communautés noires, comme dignitaires, comme élus, comme gens du secteur privé, mais surtout comme personnes ressources pour nos jeunes, comme adultes significatifs dans la vie de plusieurs jeunes qui nous font confiance, qui font confiance à nos organisations afin donc de leur assurer un avenir meilleur. J'écoutais Sandra un peu plus tôt, donc qui nous nommait donc avec grande justesse donc cette déclaration d'il y a 8 ans, en nous nommant donc ce bout de phrase-là, donc cette portion donc de phrase-là, qui nous disait: nous exprimons notre confiance dans le potentiel et la réussite de nos jeunes. Nous exprimons notre confiance dans le potentiel et la réussite de nos jeunes. Je me sens extrêmement interpellée comme porte-parole libérale pour la jeunesse par cette expression de cette confiance-là, parce qu'en 2025 et dans les années donc subséquentes, alors que le profil démographique du Québec change, alors que les jeunes issus des communautés noires vont prendre donc une place donc de plus en plus prépondérante, mais ça fera partie donc de notre travail de nous assurer que nous leur fassions confiance, mais que nous mettions tout en œuvre afin qu'ils puissent se déployer à leur plein potentiel. Il s'agit aussi du premier sommet, si je ne m'abuse, depuis la fin de la décennie des personnes d'ascendance africaine déclarée par les Nations Unies, la décennie 2015-2024. Et ça aura été une décennie extrêmement foisonnante, en pleine effervescence, qui nous aura permis de se déployer, de progresser donc à une vitesse fulgurante. Et malgré la fin de cette décennie, je pense que la présence donc de ce sommet est d'autant plus pertinente, surtout dans le contexte donc géopolitique mondial dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Alors à vous tous, à tous les acteurs réunis aujourd'hui, je nous dis bon succès au cours de la prochaine année. Merci au sommet pour le travail qui est réalisé auprès de nos jeunes. Merci donc pour tout ce qui a été fait, mais surtout pour tout ce qui sera fait pour leur avenir. Bonne journée à tous. Merci. Madame Madwanika Cadet. Le prochain, c'est le mot du député de Viau, 3e vice-président de l'Assemblée nationale. Un peu
cofondateur du sommet. Je cours après le temps. Il est tellement chic et élégant, il prend son temps. Merci Edouard. Bonjour à tous, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous avez, comme moi, si vous avez observé que le sommet a beaucoup d'amis de nos vies. Et j'en veux pour preuve notre collègue, Madeleine Quincadet. Donc, si vous avez remarqué comme moi, qu'elle a un petit dedans. Donc, aidez-moi à la féliciter. Le sommet est assuré. Alors, chers amis, c'est un plaisir de vous retrouver encore une fois cette année donc pour cet événement du sommet. Je commencerai évidemment par saluer les élus et les personnalités qui sont ici présentes, donc la présidente Adrien Jean, Madoire, l'Irlande, Madame Garot, la première partenaire qui a tellement de jeunesse dans la communauté. Donc, mon collègue Andrés, Christopher, Charlie et M. Rabouin, donc Josué Corville, très content de vous voir ici en grand nombre pour cet événement jeunesse des communautés noires. C'est fondamental, c'est important. Les luttes des communautés noires sont intimement liées aux luttes sociales du Québec. La lutte contre le racisme, la lutte contre toutes les formes d'exclusion, ce sont des luttes toutes québécoises. Et votre présence ici, c'est un témoignage important pour l'ensemble des communautés. Je veux saluer l'ensemble des organismes membres du sommet. Le sommet, dans son articulation, n'a de sens que par vos actions, que par votre présence, que par vos interventions au quotidien auprès des jeunes des communautés. Donc merci à chacun des organismes, donc membres du sommet, pour vos actions continues tout au long de l'année, à l'intérieur du sommet, mais dans vos territoires respectifs, pour les jeunes des communautés noires. Je connais de manière très intime le sommet, puisque j'ai le grand bonheur, à chaque fois que je rentre dans mon bureau de circonscription, de regarder par la fenêtre du bureau. Et de l'autre côté de la rue, il y a le siège social du sommet. Donc, c'est un peu beaucoup aussi le député de Viau, aussi qui est très content d'accueillir une organisation dans sa circonscription. Je terminerai par un petit message éditorial. J'en profite de la présence de M. Rabouin qui est présent, président du comité exécutif. M. Rabouin, en 2013, le conseil municipal de Montréal, à l'unanimité, j'y étais d'ailleurs, j'étais membre du conseil municipal, a résolu d'avoir une place Marie-Joseph Angélique, adjacent à l'hôtel de ville de Montréal. C'est un projet important. Aujourd'hui, bien sûr, nous parlons dans le cadre du sommet du présent et de l'avenir de nos jeunes, mais la mémoire est aussi importante aussi, car la mémoire pour nous est une part intégrante de ce développement. Et j'espère que par votre présence ici comme président du comité exécutif, vous allez vous assurer que ce projet-là puisse, pour non seulement les communautés noires, mais pour l'ensemble des Montréalaises et des Montréalais, se matérialiser. Donc, merci beaucoup. Yes. Merci. Merci. C'était Franz Benjamin, député de Viau, on va aller avec d'autres allocutions, mais juste pour mettre en perspective, cette place-là devait s'appeler Marie-Joseph Angélique. C'est un endroit abandonné, pas très beau, donc c'est nommé Marie-Joseph Angélique, officiellement. Et comme la ville a mis de l'argent pour en faire une belle place, on l'a dénommé. Il est rendu beau, on l'appelle maintenant la place Marie-Joseph Angélique. On l'appelle la place des Montréalaises. C'est un petit peu trop beau pour Marie-Joseph Angélique qui a déjà été vendue. En tout cas, je ne fais pas une autre histoire, mais ça vous met ça en perspective. Ça vous met ça en perspective. Ça me fait plaisir d'inviter M. Christopher Skeet, ministre responsable de la lutte contre le racisme, à prendre la parole. Merci.
Bonjour tout le monde, ravi d'être avec vous aujourd'hui. L'avantage de passer après tout le monde, c'est que je n'ai pas l'obligation de saluer tout le monde, mais sachez que dans mon cœur, je vous salue et je suis ravi de vous retrouver en 2025. Mais vous savez, le rôle que j'occupe aujourd'hui à titre de ministre de la lutte contre le racisme est un rôle qui m'est bien sûr très cher, mais rien est plus fun que de venir au sommet tous les années et de voir le travail qu'on fait pour aider nos jeunes à s'épanouir dans le Québec d'aujourd'hui et dans le Québec de demain. On termine à l'instant la décennie du mois d'histoire des Noirs et de l'histoire afro-descendante. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de faire un constat sur le progrès qui a été fait dans les 10 dernières années, dans les 100 dernières années, les 200 dernières années, et de voir qu'est-ce qui reste à faire pour les 5 prochaines années, les 10 prochaines années et les 100 prochaines années. Et pour moi, c'est important d'avoir ce rôle-là parce qu'on doit prendre état des lieux. Aujourd'hui, on va vous présenter les résultats d'un sondage, puis j'aimerais remercier le sommet de m'avoir donné un avant-primeur de ce sondage-là. Et vous allez constater comme moi que il y a du travail à faire. Il reste du travail à faire et c'est important qu'on le fasse ensemble. Et j'ai hâte de collaborer davantage avec vous pour justement cibler les indicateurs qui sont clés et d'avancer et bouger les briques comme on s'est promis de faire. Vous savez, on s'est donné comme objectif en 2020 de bouger les briques sur la lutte au racisme au Québec. C'est 25 actions, dont 13 touchent les minorités visibles du Québec. Nous ont donné comme échéancier 5 ans pour régler certains problèmes ou d'avancer les briques sur certains problèmes. On avance. Et les choses vont bien. Récemment, on a lancé la campagne dans le sport, qui était l'action numéro 9, qui nous permet de justement viser, pas la société entière, mais le racisme dans le sport. On le voit des fois dans les matchs de hockey, on le voit dans les estrades, même dans le feu de l'action, même dans l'émotion, c'est pas un psych-out de faire un geste raciste sur la patinoire. C'est pas un geste acceptable, peu importe le contexte émotif qu'on peut vivre. Donc, on a fait une campagne qui vise justement à lutter contre le racisme dans le sport, un secteur qui m'est cher et qui m'a beaucoup appris dans la vie, de travailler ensemble, de collaborer ensemble, peu importe notre bagage et notre background. Pour moi, ça a toujours été quelque chose qui me touchait à cœur, donc je tenais à faire une campagne dans le sport. L'autre, c'est l'avancement qu'on a fait pour la formation des gens dans les sociétés d'État. On a des conseils d'administration ici dans le gouvernement du Québec. On s'est engagé à avoir une représentation d'une personne issue de la minorité dans au moins 50% d'entre eux. Il y avait 2 problèmes. Il y avait un bassin qui n'était pas assez grand de gens formés. Dans les conseils d'administration, je suis fier de vous annoncer que cette année, on entend notre 3e année où on va former les gens issus de la diversité pour justement occuper ces postes-là. Et on a déjà arrivé à notre seuil de 50% et plus. Je pense qu'on est rendu à 65 et 70% des conseils d'administration qui ont maintenant eu un membre issu de la diversité. Celui-là, il est important parce que quand on parle de prendre notre place dans les institutions, souvent, c'est très humain comme façon de faire. Hey, connais-tu un comptable? Mais quand on est à la table où cette question-là se pose, on peut proposer un comptable, on peut proposer un professionnel. Donc, il faut travailler sur le haut, il faut aussi travailler vers le bas. L'autre, ça a été aussi l'introduction, bien sûr, du thème du racisme dans le cours de la culture de la citoyenneté québécoise, qui est nouvellement ajouté. Donc, ça aussi, c'est un avancement important. Il y a du travail qui reste à faire, je ne lâche pas. En ce moment, on a les candidatures pour un Québec sans racisme. Vous savez, il y a 4 ans, on a lancé un prix pour un Québec sans racisme. Il y a des candidatures qui sont acceptées maintenant jusqu'au 3 avril. Je vous invite à parcourir notre site web, voir si vous connaissez quelqu'un en affaires, dans le communautaire ou un individu qui excelle à lutter contre le racisme. Moi, ça me tenterait d'entendre leur histoire et de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour souligner leur rapport à la communauté. Et bien, comme le sommet, je pense que c'est important de mettre les gens qui font une contribution positive en valeur. Donc, permettez-moi de vous souhaiter un bon sommet, un bon succès et vraiment, vive la jeunesse. Merci. Sans le bilan, c'est sûr que des fois, je lance des affaires comme ça. Peut-être que ce serait le fun de voir dans le prix des dirigeants d'entreprises qui ont combattu le racisme et pas juste les gens qui luttent. On devrait encourager les gens à mener des actions concrètes. Parce que le fait qu'on lutte, c'est important, mais c'est comme ça qu'on change les choses. Écoutez, je veux quand même la saluer. Non, Édouard, tu vas appliquer. Non. Comment ça?
Et je veux... Merci, Charlie. Ne lâche pas. OK, merci. J'allais dire, je veux souligner la présence. Écoutez, ça m'a fait plaisir de la rencontrer en pré-sommet. Je veux quand même la faire, si jamais elle veut nous dire un petit mot. Elle est bienvenue de le faire parce qu'elle a choisi d'écouter et ensuite de parler. Et je veux quand même, OK? C'était pas prévu, mais si elle veut, mais ça va nous permettre de l'applaudir à tout le moins. C'est la très honorable Michaëlle Jean. OK? C'est la très honorable. Mais le président a quelques privilèges. OK? Monsieur le Président, vous me prenez au dépourvu. Non, parce que, alors, je vous salue toutes et tous. Il est vrai que j'avais prévu de prendre la parole et je le ferai à la fin de ce beau moment que nous allons passer ensemble. Et j'en suis d'autant plus émue que je suis arrivée à Montréal hier soir, à Ottawa, et nous suivons, c'est-à-dire que ce sommet en faveur des jeunes afrodescendants, avec tout le travail qui est fait pour justement mettre en relief leur potentiel et puis les accompagner dans leurs ambitions et leurs aspirations. Il sera suivi du sommet pan-canadien des communautés noires, en anglais National Black Canadian Summit, qui va se tenir donc à Montréal. Cette fois-ci, c'est le 4e sommet au Palais des Congrès. Et je trouve qu'il y a là une vibration très très forte qui parle de quelque chose, qui dit que chaque fois que nous sommes réunis comme nous le sommes aujourd'hui, ce matin, ce n'est pas un événement, ce n'est pas un moment, mais c'est vraiment un mouvement. Et nous le ressentons très fortement, parce que partout nous travaillons très fort, partout nous prenons l'espace qui nous revient, partout nous disons aussi l'ignominie et l'indécence du racisme, et partout nous sommes là pour mettre en commun aussi nos actions, nos initiatives et faire entendre nos voix sur cette question. En sachant fort bien que rien ne pourra changer sans nous. Nous nous sentons incontournables. Et je suis très émue d'être là aujourd'hui, d'autant plus que l'Université de Montréal est mon alma mater. Et donc je me sens bien comme à la maison, quoi. Et c'est formidable déjà de sentir l'énergie qu'il y a dans cette salle. Et j'espère que beaucoup d'entre vous êtes aussi inscrits pour le sommet pan-canadien des communautés noires. Nous serons plus de 1000 délégués venant de partout à travers le Canada et 600 jeunes. C'est formidable. Nous devons nous applaudir de notre... vraiment nous féliciter de notre détermination. Merci. C'est ce que je dirais pour le moment. Et puis... Vous reviendrez. Avec ta grande grâce. À la fin, merci. Je reviendrai à la fin. Merci. La très honorable. Je ne surprends pas tout le monde, mais il y en a qu'on sait que ça va bien aller. Et la très honorable en fait partie. Regardez, pour les autres élus, présents, etc., on s'entend. Il va y avoir des moments d'intervention prévus. Le sommet, on est dans une partie où on fait une reddition de comptes. Donc le sommet, moi je suis le président, je vais me permettre de les présenter, les gens qui font le sommet, s'ils sont là, de vous lever aussi, ça serait bien. Madame Henriette Kandoula, première vice-présidente du sommet et directrice générale de Chapi. Monsieur Alix Adrien, vice-président anglophone QBBE. Est-ce qu'Alix est dans la salle? Il va arriver tantôt. Madame Marjorie Villefranche, trésorière, directrice générale de la Maison d'Haïti. Madame Sheila Fortuné, secrétaire, directrice de Maison des Reines d'Ouverture.
Madame Ruth Pierre-Paul, qui est administratrice et directrice générale du Bureau de la communauté haïtienne de Montréal. Madame Rosie Kassongo, jeunesse afro-québécois. Rosie, on se voit tantôt. Réanne Francis, directrice générale du BCRC. Réanne. Sabrina Bourguignon, qui est membre jeune de moins de 30 ans. Oui, OK, qui est là. Et Raymond Kashiba, qui est administrateur, directeur de la communauté congolaise de la région de la capitale du Canada. Vous savez, dans le CA, vous pouvez peut-être faire un petit quiz. Je vais voir si vous suivez. Il y a 2 membres qui ont moins de 30 ans, puis c'est pas moi. Je vous aide. Et parmi, bon, quand on a moins de 30 ans, on arrive à un moment où on a 30 ans. Écoutez, Rosie va être aujourd'hui une co-animatrice qui va intervenir tout le long. Hein. C'est une jeune administratrice, elle va animer entre autres les panels. Bravo pour Rosie. Rosie qui va... Parfait. Madame Shirley, OK, elle s'est déplacée, elle va revenir. Quelques données qu'on vous partage, parce que c'est important d'avoir des données communes. Quand on parle des communautés noires, ça vient de Statistique Canada. C'est des données que vous connaissez, c'est toujours bien d'utiliser ces données-là. C'est des données fiables. Québec, 5%, et Montréal, 10%, 8,1%, ce qu'on prend la grande région de Montréal. Écoutez, on a aussi l'évolution de la population noire au Canada. Hein, on voit une bonne évolution et on atteint le chiffre de 1,5 million de citoyens au Canada qui sont des populations noires, des communautés noires. La question générationnelle, c'est important, regardez ce chiffre-là, les communautés noires, à peu près 40%, 4 jeunes sur 10, 4 personnes noires sur 10, mais c'est des gens qui sont de 2e ou 3e génération et plus, allez-y dans votre génération. Donc, par rapport aux autres communautés, les minorités visibles, vous le savez, là, moi je dis c'est un espace qu'il faudrait revoir pour les statistiques parce que c'est un amalgame de pas mal des choses souvent disparates. Pour avoir travaillé avec l'Université de Montréal sur la médecine, la sous-représentation des minorités visibles, c'est pas là l'enjeu. C'est parce que, bon, regardez, les communautés noires, mais vous avez d'autres communautés qui sont plus présentes dans l'ensemble des minorités visibles. Là. Donc, il y a eu une plus grande croissance. Ce serait bien de désagréger ces données-là. Ces données-là, on n'aime pas les présenter, mais c'est des réalités. Les courbes en haut, c'est de la communauté noire. Vous voyez des questions de logement qui va mal. Et cette année, je suis content d'annoncer que il y a la Société d'habitation des communautés noires. Je sais que ces gens-là sont dans la salle. Félicitations d'avoir pris l'initiative. La Société d'habitation des communautés noires, Marcel Miel, il va avoir un projet bientôt. Un grand projet. Et leur bureau, c'est aussi au sommet, donc c'est des éléments importants. Donc au bilan du sommet, on fait aussi le bilan du sommet. Je vais demander le travail de Sandra et Belinda parce qu'on est là pour vous faire le bilan. Et parlant de la décennie, je vais vous ramener cet élément-là. Il n'y a pas la fin de la décennie. L'ONU a décrété, c'est une 2e décennie. OK? Il y a une 2e décennie qui vient d'être décrétée. Et ce qui est intéressant, là, il y a beaucoup de textes. J'ai essayé de vous mettre ce qui est essentiel vers la fin. Il est temps de transformer les discours en réalité, la reconnaissance des décisions et des excuses en action afin de continuer le travail. Ça a fait des progrès, mais ce n'est pas suffisant. Donc, il y a une 2e décennie qui a été proclamée le 17 décembre dernier. Mais Mme Myrland Bia, qui est une des expertes qui a été là au début, c'est très important de se rappeler de cette question-là. OK, on ne passe pas à autre chose. Dans le bilan, désolé pour l'ordre, Sandra est là.
les activités du sommet. Sandra, parce que le sommet réalise des activités. Et Sandra, comme bénévole aujourd'hui, ça va Sandra? Oui, ça va. Pour faire le bilan. Je vais voir où est-ce que je peux voir. Donc, c'est 70 organismes membres. Tous les logos ne sont pas là, mais on en ajoute 70 organismes membres dans toutes les régions du Québec. Donc, parmi les projets que nous avons, il y a l'Afrolab, qui est réellement un projet très porteur. C'est un endroit où on a pour faire la création des contenus multimédia, mais c'est encore plus que ça. C'est un espace créatif, il y a une bibliothèque, mais je crois qu'il y a également une petite vidéo qui fera parler de cet espace de multifonction. Oui. Projet 4C. On ira avec le projet 4C. Maintenant que vous saviez qu'il était pendant la pandémie, c'était 4C, communauté connectée contre la COVID-19. Et là, maintenant, nous sommes communauté connectée contre la cyber-exclusion. Donc, c'est un projet qui continue avec les organismes membres et nous sommes un peu partout. Les services que nous offrons, c'est l'assistance technique, dépannage, formation, soutien aux organismes. Et là, ça continue et on croit que la communauté en a besoin puisque la COVID-19 a fait ressortir la fracture numérique et on est là pour essayer d'apporter des solutions. Et c'est maintenant la vidéo. J'étais vraiment heureuse d'être avec vous et c'était vraiment dynamique et vraiment bon. J'ai appris beaucoup de choses et merci beaucoup. Mon nom est Alexander Sanchez. Je suis très heureux d'avoir fini le cours d'introduction informatique. Nous apprenons le cours sur la thématique de l'Internet. Aussi, je suis très content d'avoir reçu un ordinateur. Et merci tout le monde, merci à M. pour avoir l'opportunité de faire cette chose. La maison a été très contente et on remercie au sommet Afro et son projet 4C pour les cours informatiques non bénéficiaires. Ils ont réussi avec succès et ils ont reçu ces ordinateurs, ils ont eu les cours informatiques, ils ont eu tous les outils nécessaires pour sa recherche d'emploi et pour sa vie quotidienne. Et on est sûr qu'on va continuer avec ce beau partenariat. Merci. Parmi les partenaires de ce projet, on avait bien sûr la Ville de Montréal, qui n'est plus partenaire, parce que J'imagine qu'il y a un autre projet qu'on peut redémarrer de zéro pour être plus efficace. Ça, c'est le projet. Le projet RIDE. Alors, le projet RIDE, ce qu'il faut dire, c'est les certificats que vous voyez que les bénéficiaires ont reçus, c'est suite à la formation des 21 compétences numériques. On passe à travers et que là, maintenant, les personnes sont habilitées à travailler ou réellement à être familiers avec l'espace numérique. Donc, pour le projet RIDE, c'est le bébé encore du sommet, qui est un projet que nous avons dans la relève économique, le seul projet qui travaille avec la relève, avec les jeunes, pour leur sensibiliser à la culture entrepreneuriale. Il y a plus de 8000 personnes sensibilisées, ce qui fait un peu plus de 60% de l'objectif que nous devrions atteindre, qui était de 5000 personnes. Et là, maintenant, nous sommes plus à 8000 et on dit félicitations à l'équipe. Et on continue avec le projet. Et justement, Brianna, dont je parlais tantôt, est l'une des bénéficiaires de ce projet-là. Et dehors, vous allez voir qu'il y a des kiosques avec des entrepreneurs. C'est encore des entrepreneurs que le projet RIDE accompagne. Et encore, il y a le virage numérique qui est avec plus de 150 sites qu'on doit livrer à des jeunes entrepreneurs. On les prend, on fait les sites, on va vers le e-commerce qui est totalement, que vous savez, maintenant c'est la mode. Vous travaillez qu'avec votre téléphone, tout est à votre portée. Donc, ce qui signifie le projet avance et vous allez avoir ça en image.
dans le cadre du projet RIDE à l'Université Bishop. Nous sommes venus avec une centaine de jeunes pour pouvoir développer la compétence entrepreneuriale avec plusieurs organismes partenaires, dont AFIO, la Fédération des communautés noires de l'Esprit, on est avec le Centre Réuni, on est avec Convict Laval, et aussi avec Chapeau. Le laboratoire d'innovation entrepreneuriale est un projet qui vise à apprendre aux jeunes à formuler une idée efficace et innovante pour entreprendre. Notre objectif, c'est déjà de leur montrer déjà à partir de leur âge qu'ils peuvent s'intéresser à l'entrepreneuriat. Merci à Jean-Baptiste. Et je suis venu ici pour apprendre comment entreprendre. Sauf que c'est difficile de faire ce projet car ça aide les jeunes, surtout les gens de notre communauté, car juste 3% de toutes les compagnies qui à Québec ou à Montréal sont maintenant. Hello, my name is Ashir Ramadan Page. I'm 16 years old and I am a high school graduate. So I believe Black youth should get involved in activities like this because it will allow us to be financially free, we can express ourselves and offer services to our people because we are those people who need those services in the first place. So I think it's an awesome opportunity. The community that I'm making here, the friends, the connections, the network, it's all beneficial. We are learning so much, the how, the why, the where, the when, all of these essential things that we need to know to start a business of our own. And what better way and what better time to start than now in our days of being youths. So yes, I'm super excited. C'est un projet qui est mis en place par le programme AI, qui est financé par le gouvernement fédéral. Le laboratoire d'innovation est quand même, je dirais, une innovation aussi dans l'accompagnement entrepreneurial, parce que voilà un projet qui s'occupe uniquement de la jeunesse, de la nouvelle entrepreneuriat noire, pour permettre le développement socio-économique de cette communauté. Nous voulons les initiations de l'entrepreneuriat. Merci. Merci. C'est une équipe qui est derrière ce projet. Je sais que Edouard va le faire encore un petit peu plus tard, mais je vous demande réellement d'applaudir l'équipe qui est derrière tout ça, parce que ce n'est pas moi qui étais sur le terrain. Merci Sandra. Merci Sandra, le programme RIDE. Écoutez, des fois, ça prend un peu de cohérence dans les stratégies gouvernementales. Vous ne pouvez pas rêver à avoir des entrepreneurs qui poussent en haut de la pyramide si vous ne travaillez pas à la base. Si le désir d'entreprendre est découragé dans nos organismes qui donnent des services d'aide aux devoirs, vous rêvez, il n'y aura pas hasard. Vous comptez sur l'espèce d'individus exceptionnels qui, par un heureux hasard. Tandis que si on fait des politiques cohérentes, il faut aller à la base, on sensibilise les jeunes. On travaille très jeunes dans nos organismes, ces organismes comme BCHM, Maison d'Haïti. Le jeune, il n'est pas venu pour l'entrepreneuriat, mais on va y en parler, avec un focus sur les jeunes femmes aussi. Ensuite, il va avoir les laboratoires. On en prend une centaine. On a été à Gatineau, on a été à Québec, on a été en Estrie. Ils se ramassent ensemble une fin de semaine. Tout est pas payé pour explorer leur vie. De cela, il va y avoir des entrepreneurs qui vont émerger et ensuite vous avez des entreprises à succès. C'est ça une cohérence d'une stratégie qu'il faut faire. Si vous voyez qu'il y a des logos affichés ici, là, c'est 150 sites web d'entrepreneurs qu'on accompagne dans le projet RIDE. S'il vous plaît, leurs sites, ils sont là pour vendre en haut le CA. Au début, on ne faisait pas ça. Mais les membres du CA sont des gens très ouverts. Ils disent oui, dans notre sommet, il faut qu'ils viennent. Faut ça. Puis je vous le dis, là, j'ai un petit enjeu avec vous comme ça, la l'animation, mais c'est pas une blague. À Québec, c'est très bien. À Gatineau, les entrepreneurs ont tout vendu. Je vous le dis, c'était pas une blague. Marjorie, tu étais là. Henriette, l'expert dans l'entrepreneuriat, ils ont tout vendu. Je vous dirai comment Montréal se passe en fait. OK? Merci aux organismes qui sont membres. Centre Combi de Laval, BCRC, AFIO en Outaouais, le Centre RIA à Québec, M. Songa qui est dans la salle. Regardez, il est là. Hein? On fait des belles choses pour ces entrepreneurs-là. Maintenant, on va demander à Belinda
de venir pour nous parler de l'Observatoire. C'est sûr qu'on va faire ça rapide pour aller dans les autres éléments. L'Observatoire des communautés noires. Belinda. Alors, bonjour tout le monde. Donc, l'Observatoire des communautés noires du Québec du Sommet Jeune Afro, c'est plusieurs années de conception de la part des membres du Sommet Jeune Afro et quelques années de déploiement. Donc, moi, je suis la directrice depuis 2 ans. Et ce qu'il faut retenir d'abord, c'est la singularité de l'approche. L'Observatoire, on fait de la recherche qui est dite participative et en même temps de la recherche en milieu communautaire. Donc ça veut dire qu'on est totalement intégré au Sommet Jeune Afro et donc que notre équipe de chercheurs et chercheuses, d'agents de recherche, on travaille en proximité et en interaction avec les organismes membres du Sommet. Donc ça a été assez rapidement, juste pour préciser, donc, juste pour vous donner un aperçu qu'on travaille sur une diversité de thématiques. On travaille en éducation, en culture, en santé, en services sociaux, en justice, en économie. Donc tout ça, évidemment, c'est interrelié, mais on structure aussi notre travail pour pouvoir approfondir chacune de ces thématiques. L'approche participative, ça nous amène à avoir une structuration des dispositifs particuliers pour pouvoir faire ce travail participatif. Donc, ce travail participatif, il se fait avec des groupes de recherche, 5 groupes de recherche qui sont associés à nos thématiques prioritaires. J'ai oublié de mentionner qu'au-delà de ces 5 thématiques prioritaires, évidemment, on se focalise sur la jeunesse. Donc, on a 5 groupes de recherche, on a aussi un comité scientifique et éthique intégré qui travaille selon les normes des conseils de recherche du Canada, donc vraiment un cadre éthique rigoureux. Puis, on a un comité de recherche des jeunes. Donc, vous voyez, on souffle aujourd'hui la première bougie de ce comité des jeunes à Gatineau. J'ai bien en mémoire, on avait 12 jeunes qu'on avait sélectionnés à travers un processus. On avait fait un appel. On avait 12 jeunes qui avaient répondu présent, qui étaient, je pense, tous là à Gatineau, qui avaient pris la scène. Et aujourd'hui, je suis vraiment heureuse de pouvoir accueillir la plupart d'entre eux, je pense, avec nous encore ce matin, donc pour nous parler de leur expérience de cette dernière année comme membre du comité de recherche des jeunes. Donc, je vous demande de les applaudir. Alors, je les laisse s'installer, mais donc ils vont vous parler chacun et chacune de ce qu'ils ont eu à faire avec nous cette année. Donc, je commence avec toi, Mao, puis tu vas pouvoir penser. Bonjour tout le monde, je m'appelle Mao et je suis étudiant en maîtrise en sociologie à l'UQAM. Et puis, comment je fais partie de ce comité de recherche de jeunes? Eh bien, en 2023, il y avait les consultations jeunesse que le sommet, l'Observatoire avait organisées. Et puis, j'étais stagiaire durant cette période-là. Donc, j'ai surtout travaillé pour organiser avec James et puis avec toute l'équipe et ces journées de consultation. Donc, à la suite des journées de consultation, on avait décidé de mettre sur pied le comité de recherche des jeunes. Et puis, c'est ainsi que, puisque j'avais participé dans l'organisation, tout ça, on m'a dit, pourquoi tu n'es pas intéressé à faire partie de ce comité-là et pour continuer à travailler sur le projet. Et l'un des projets, je pense qu'on va vous présenter aujourd'hui les résultats, c'est le portrait des jeunes des communautés noires. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Merci. Bonjour, mon nom c'est Tamara Lutran, je suis ergothérapeute et aussi étudiante au certificat de la gestion de la santé et des services sociaux ici à l'Université de Montréal. Moi, ce qui m'a marqué en fait du groupe jeunesse du Sommet, c'est qu'on ne savait pas, on ne se connaissait pas entre nous. On était 12 jeunes qui ne se connaissaient pas l'année passée et on ne savait pas c'était quoi la recherche participative. Donc, à travers cette année, à travers les 6 rencontres, que ce soit en présentiel ou à distance, on a appris à se connaître, on a été impliqués et surtout on s'est senti écoutés. Donc, lorsqu'on a demandé d'être plus impliqués, on a été impliqués dans les différents groupes de recherche. Puis on a pu, chacun d'entre nous, participer à notre source, à notre sécurité. Donc, on se sent aussi très entendu. Merci. Bonjour,
je m'appelle Candy. Je parle en présentation en anglais puisqu'on est bilingue. So my name is Candy. I'm doing my master's in neuroscience at the Faculty of Medicine here at the University of Montreal. And I am part of this committee. I was given the chance at Des Universitaires again because I was taking notes about the section on health. And so health is something really important to me. That's why I'm in the Faculty of Medicine, and I got a chance to see more participation work, participation research. As someone who does fundamental research, it's really interesting to see how the other side works. And so this committee allowed me to do that. And also I got a chance to work on my science vulgar communication, my work in that science, thanks to the Parlons-en initiative that is done by us. So this is an initiative that allows us to communicate new research that's been found from the Observatoire as well as outside sources. So I don't know if you can see my face in the back, but I'm there. Along with Fatima, we got to work on one specifically about mental health. And so all of these initiatives are thanks to our work here at this community. Bonjour à tous, moi je m'appelle Aïssa Koutal, je suis étudiante à l'Université de Laval en économie. Donc moi, ce qui m'avait marqué dans le comité, c'est le fait qu'on soit impliqué dans tous les projets, parce qu'à chaque fois on nous demandait notre avis dans les projets qu'on faisait, comme l'exemple du PDCM. On nous avait demandé notre avis sur les questionnaires, et ça a été pris en compte, donc on nous a écoutés. Donc c'est le sentiment d'apporter notre pierre à l'édifice, à tous les travaux que l'Observatoire a à faire. Donc moi, c'est ce sentiment d'implication et de participation qui m'a vraiment marqué dans le projet. Merci. Bonjour à tous, mon nom c'est Roberto Jonin. Je suis agent de recherche au niveau du CNIM. Je fais partie du comité. Moi, je vais parler plutôt des bunchs. On a eu 2 bunchs. Pas seulement, je ne vais pas parler des bunchs pour la nourriture. C'est rassurant, c'est rassurant. mais plutôt parce que de notre rôle transversal qu'on a eu comme comité, on devrait s'asseoir avec les différents parties prenantes du sommet, particulièrement les groupes de recherche de l'Observatoire, pour prendre connaissance des projets et tout ça. Et nous, en tant que comité, mettre notre grain de sable dans les projets de l'Observatoire. Moi, j'ai beaucoup apprécié ça. J'aime être utile. Nous aimons être utiles. Donc, merci notre président. Pas pour la nourriture encore une fois. L'opportunité. Bonjour à tous, moi c'est Arnaud Michel Koulou, étudiant à l'Université Laval. Ma participation au comité d'élection a été vraiment une expérience enrichissante cette année, surtout pour nos implications dans les différents projets de l'Observatoire, surtout par rapport au projet, par rapport au portrait, projet de portrait des jeunes de communauté noire. Nos implications, notre implication par rapport à ce projet m'a vraiment marqué. Le fait de prendre en compte nos différentes démarches par rapport à ce projet m'a vraiment marqué. Merci. Bonjour, moi c'est Delphine et je suis en emploi au secrétariat aux relations avec les Nations et les Inuits. Je commencerai par remercier le sommet pour l'opportunité qui nous donne de participer, d'apporter notre contribution aux différents projets pour lesquels nous collaborons ensemble. Et je vais également relever ici le fait que ça m'a fait particulièrement d'apprécier les différentes contributions, les belles contributions de tous mes collaborateurs ici présents. Donc je me sens enrichi et je sens également que j'apporte à la communauté. Donc merci beaucoup pour cette opportunité. L'Observatoire de recherche qui est attaché au sommet. Mesdames et messieurs, vous levez les applaudissements. Merci beaucoup. J'en profite pour vous dire
que notre directrice. Merci à notre groupe. Regardez, Belinda, c'est sûr qu'il nous manque de temps, mais on va aller avec des éléments sur ce qui s'est passé dans l'autre semaine. Allez-y, Belinda. Oui, cette semaine, alors pour beaucoup des membres de l'équipe aujourd'hui, c'est le point d'orgue de toute une semaine de travail acharné. On a eu des journées thématiques, je vous ai parlé des 5 thématiques. De lundi à vendredi, on a eu des présentateurs et présentatrices, beaucoup d'étudiants et d'étudiantes en maîtrise et au doctorat qui ont présenté des travaux récents en lien avec les communautés noires et chaque jour la thématique. La santé le lundi, la culture le mardi, la justice le mercredi, économie le jeudi et l'éducation le vendredi. Donc là, vous voyez un peu les visages de nos présentateurs et présentatrices. Et aussi, à côté des présentations, il y a eu des ateliers de co-construction. Donc le matin, on s'informe, on prend beaucoup d'informations et l'après-midi, on réfléchit à des idées qu'on pourrait mettre en œuvre dans les prochaines années. Alors, pour terminer, en un clin d'œil, l'Observatoire, évidemment, on est un observatoire, on fait des projets de recherche. On a actuellement 10 projets de recherche qui sont en cours ou initiés, c'est-à-dire vraiment à leur démarrage, dans toutes les thématiques que j'ai citées, évidemment aussi la thématique jeunesse. Et puis, on a une diversité de publications. Chaque projet de recherche va donner lieu, évidemment, à un projet de recherche. Mais comme on a le mandat et la mission de vulgariser, de transmettre, de permettre l'appropriation, on a différents types de produits. On a nos cahiers de vulgarisation qui est un peu notre signature depuis le début. Différentes thématiques, la santé mentale, on en a parlé. Sur la relève en recherche universitaire des communautés noires, profilage racial, sur le blackface. On a aussi des fiches synthétiques, statistiques, la vulgarisation de données quantitatives à travers des infographies. On a des bilans aussi parce qu'on organise des activités, alors pas comme celle-là parce que le sommet c'est unique, mais des activités régulièrement de mobilisation des connaissances et on produit un bilan de ces activités-là. Puis on a aussi des outils qui permettent, plus pédagogiques, pour permettre de transférer les connaissances de façon plus appropriée. Et parmi les projets de recherche, on va s'attarder sur le portrait des jeunes des communautés noires du Québec. Belinda, avant d'aller rapidement là-dessus, sur le portrait, regardez, je vous le dis, c'est beaucoup d'informations là. L'Observatoire, c'est le sommet. Okay? Dans l'Observatoire, il y a 5 groupes de recherche en éducation, en culture, en santé, en développement, en économie et aussi on a en justice. Un groupe de recherche des jeunes, c'est 45 à 50 personnes qui font de la recherche dans les communautés noires. Et une des choses qu'on a voulu faire, le conseil d'administration à la création de l'Observatoire, on a réservé un budget de 500 000 $ pour financer des stages de recherche pour les étudiants à la maîtrise, au doctorat et au post-doctorat qui font les recherches au sein de la communauté. Parce que s'ils font les recherches ailleurs, ils vont venir nous observer comme ailleurs. Donc c'est un projet, Bibi et Linda, félicitations. Des fois, les gens me disent, Édouard, c'est beaucoup. Je lui dis, qu'est-ce que tu trouves pas important dans les 5 thématiques? OK. Belinda, merci beaucoup. Alors, notre projet de portrait des communautés noires, c'est déjà plus d'1 an et demi de travail. Parce que, comme je l'ai dit, on fait de la recherche participative, donc le processus même de développement du projet a été participatif. On a parlé des consultations jeunesse, il y en a eu à Montréal, puis il y en a eu à Gatineau en 2023. Donc ça nous a aidé à développer le projet. L'objectif du projet, c'est évidemment de mieux connaître les jeunes noirs au Québec et particulièrement de comprendre comment ils construisent
leur citoyenneté. Donc ça, c'est vraiment l'objectif de la recherche spécifique, mais à travers ça, on va avoir aussi ce portrait plus sociodémographique, ces chiffres que tout le monde attend par rapport à ces jeunes. Pour faire ce travail-là, on fait de l'analyse documentaire, des centaines de documents qui ont été examinés. On analyse aussi des données statistiques qui existent déjà, celle de Statistique Canada, parce qu'il y a peu, voire pas d'organismes qui collectent des données en lien avec l'identité raciale. Donc on utilise ces données-là, mais on a aussi notre propre sondage qu'on a conçu et dont on va parler après. Et puis, on va faire des entrevues individuelles pour aller en profondeur et pour comprendre, comme on a dit, ce processus de construction de la citoyenneté chez les jeunes noirs. Donc, les produits qui vont ressortir de cette recherche, qui donc, comme je l'ai dit, a déjà commencé. On a des infographies qui permettent de partager les résultats statistiques. Ça a déjà commencé, la publication, une première infographie, puis il y en a d'autres qui vont arriver tout au long des prochaines semaines, prochains mois. On va avoir aussi des produits de type notes de synthèse ou notes politiques, là où on va pouvoir avoir aussi des recommandations qui vont s'adresser aux décideurs et décideuses publiques. On va avoir un outil de visualisation des données, un tableau de bord, parce que les données quantitatives, statistiques qu'on a, c'est énorme, et on va vouloir les partager à travers un outil qui permet justement d'assimiler beaucoup de données, et chacun et chacune pourra aller creuser les informations qui l'intéressent. On a prévu aussi d'avoir une vidéo didactique, donc une fois qu'on arrive vers la fin du projet et les résultats, d'avoir un peu une approche pédagogique de transmission des résultats importants pour les organismes qui interviennent auprès des jeunes, pour les pouvoirs publics et pour chacun et chacune qui s'intéresse à la question. Et puis on va avoir aussi des produits qui s'adressent plus au milieu de la recherche, rapports, articles scientifiques. Merci beaucoup, Belinda. Merci, Belinda, d'avoir resté tantôt aujourd'hui. Merci. C'était la partie bilan du sommet. Est-ce que vous trouvez qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au sommet? Oui. Si vous trouvez qu'il y en a beaucoup, donnez-moi un peu d'applaudissements pour l'équipe. Et aussi pour le conseil d'administration qui m'accompagne dans tout ça. Mais je me dois de vous raconter peut-être 2-3 petites choses que vous pouvez pas avoir. Je suis montréalais. Je suis montréalais. Dans mon parcours de participation, je rencontre du monde. Des fois, les gens qui m'appellent, écoutez, voir mon enfant à l'école, il y a telle situation, toi, tu travailles dans ce domaine-là, parce que j'ai quand même un emploi à temps plein. Je suis vice-président de la crise, qui est pas partenaire dans ce dossier-là. Mais les gens qui m'appellent, les droits en éducation, peux-tu me donner un conseil, etc. Cette année, j'ai vécu quelque chose que je n'ai jamais pensé vivre, parce que moi, je ne fréquente pas des gens qui vont me demander de me rencontrer en anonyme. Une douzaine de personnes. Il y a une personne qui me texte, qui veut me parler. Il dit, appelle-moi quand tu es seul. Je ne connais pas trop, pourquoi quelqu'un me dit ça? Puis la personne me dit, écoute, Édouard, on aimerait te rencontrer, mais on ne veut pas venir au sommet. On ne veut pas que personne voit la rencontre. Parce que parmi nous, nous sommes des employés de la ville de Montréal. Nous occupons des fonctions dans divers volets de la ville de Montréal. Et on a besoin de parler, puis avec des acteurs. C'est la seule personne qui sait qui va être présent. Et j'ai demandé à Sandra de me trouver un endroit où il y a une salle de réunion dans un hôtel, que personne au sommet doit savoir que j'ai une réunion. Les personnes arrivent, Sandra ne doit pas être là,
et qui, je suis là légendairement, qui découvre qui est là maintenant. C'est la réunion la plus difficile que j'ai jamais vécue. Des gens se sont désorganisés en me racontant le racisme qu'ils vivent au sein de la ville de Montréal comme employeur. Ce que vous avez vu dans les journaux à répétition, c'est pas grand-chose. Des gens, dont des gens en poste d'influence me disent, la ville de Montréal, c'est gangréné. C'est gangréné par le racisme pour les employés. On ne peut pas accepter ça. Quand je paye mon compte de taxes, je suis à la veille de ne pas payer. Ils pourraient saisir ma maison, mais ce n'est pas respectueux que la ville de Montréal, je sais qu'il y a des gens qui ont de l'ambition. C'est inacceptable. Je vous dis là, Sandra peut témoigner, est-ce vrai? OK. Jusqu'à présent, ces gens-là me sont toujours reconnaissants parce qu'ils savent que ça ne s'est pas ébloui. Merci, Edouard. C'est aussi une partie du travail du sommet, OK? De faire ce genre de rencontre-là. Donc j'espère que dans les élections à Montréal, là, une ville propre, mais la propreté peut être dans le traitement de ses propres employés. En passant, s'ils veulent créer un autre sous-comité du comité de la table qui a été créé avec le sous-comité, je ne suis pas disponible. Il n'est pas bon. OK, des numéros de téléphone, les gens n'appelleront pas dans une ligne s'ils ne font pas confiance. S'ils rencontrent quelqu'un en secret, comment ces gens-là vont appeler? Je pense, il faut... des hauts dirigeants, ils ont un langage qu'ils comprennent. On a le droit d'avoir des résultats. Est-ce qu'il faut aller en justice seulement? Va-t-on faire confiance à notre classe politique ou c'est nos juges qui vont nous livrer les résultats? C'est mon commentaire personnel qui n'est pas vu et écouté par qui que ce soit. C'est le mien. Puis moi, je le fais à visage découvert, contrairement aux gens qui m'ont rencontré. La mairesse était impliquée, soit je passe, elle est toujours impliquée. Tout le temps. Maintenant, c'est la partie de présenter le sondage de la firme Léger. Les gens de Léger sont là. Voilà, je sais. Voilà. Pour avancer. Oui, la flèche. Oui. Est-ce qu'on m'entend bien? Non. Maintenant? Oui. Parfait. Bonjour tout le monde. Très heureuse d'être là aujourd'hui. Mon nom, c'est Amélie Berriot. Je suis vice-présidente adjointe chez Léger, donc à notre bureau de Montréal, et j'ai eu la chance de collaborer avec l'équipe du sommet, donc Edouard, Belinda et plusieurs autres membres de l'équipe, dans la réalisation d'une étude pour dresser un portrait des communautés noires du Québec. Et c'est ce que je vous présente aujourd'hui. On a collecté énormément de données dans le cadre de cette démarche de recherche-là. Donc, on a tenté de faire un petit résumé pour vous montrer les plus grands constats aujourd'hui, mais je sais qu'il y a plein d'autres choses aussi qui vont pouvoir être utilisées dans le futur. Parfait. Donc, pour commencer, quelques mots sur l'étude. Bon, notre objectif, c'était vraiment de dresser un portrait des jeunes communautés noires du Québec. Comme il a été mentionné, on n'a pas nécessairement beaucoup de données sur ce groupe-là spécifique, notamment pour les jeunes noirs précisément. Donc, c'est dans cette optique-là qu'on a collaboré pour aller chercher un échantillon assez significatif de jeunes noirs et vous présenter certaines données aujourd'hui, certaines qui nous amènent d'un point de vue optimiste et certaines aussi qui confirment peut-être certains écarts, certaines différences qu'on soupçonnait, mais qu'on peut confirmer avec les données.
quelques mots sur la méthodologie. Je veux juste vous parler à haut niveau de la démarche qui a été effectuée. Bon, il y a beaucoup de textes ici. Si vous ne le voyez pas tous, soyez pas stressés. Je vous fais un petit résumé. Donc, on a procédé par sondage web pour réaliser le sondage. On a utilisé 3 sources pour créer notre échantillon. Dans un premier temps, on a utilisé le panel de Léger. Je ne sais pas si vous êtes familier avec Léger, on a un grand panel de consommateurs, de personnes dans la population du Québec, du Canada, aux États-Unis également, qu'on peut solliciter pour participer à des sondages. C'est d'ailleurs ces personnes-là qu'on sollicite pour nos sondages politiques, certains de nos sondages qui sont présentés dans les médias. Donc, c'est une des sources qu'on a utilisées, auxquelles on avait accès, mais ce n'est pas nécessairement assez pour construire un échantillon aussi grand, aussi représentatif qu'on le souhaitait des jeunes noirs du Québec. Donc, on a aussi mis sur pied une campagne numérique en collaboration avec notre équipe Léger Digital pour aller rejoindre les jeunes noirs du Québec via les médias sociaux, notamment pour les inviter à répondre à notre sondage. Et dans un troisième temps, le sondage a aussi été diffusé par le sommet, donc dans le réseau, sur différentes plateformes. Donc, on avait vraiment un maximum de visibilité et l'opportunité de maximiser la taille de notre échantillon des personnes qu'on allait rejoindre. Qu'est-ce que ça a donné tout ça au final? On a sondé un total de près de 1500 personnes à travers le Québec, près de 1000 individus de 15-34 ans qui s'identifient comme des personnes noires. Et dans un deuxième temps, on a aussi sondé 500 jeunes du Québec entre 15 et 34 ans également, mais qui ne s'identifient pas comme des personnes noires. Pourquoi on a fait ce choix-là? C'est pour nous permettre de comparer et voir est-ce que c'était vraiment les mêmes tendances qu'on observait chez les jeunes qui s'identifient comme noirs et les autres, ou est-ce qu'il y a des différences qui sont statistiquement significatives, si on veut, entre les deux groupes. La collecte de données a été menée en 2024, donc du 26 août au 15 octobre. Et pour votre information, on a remis une récompense de 5 $ à tous les jeunes qui ont complété le sondage pour les remercier pour leur temps. Et ce, peu importe la source échantillonnale. Il y a aussi des prix, en fait, des cartes de crédit prépayées de 400 $ qui ont été tirées. Donc, il y a trois cartes de crédit prépayées qui ont été tirées au total parmi les personnes gagnantes. Et sinon, avant de rentrer dans les données, vous allez voir, à certains moments, vous allez voir des chiffres qui sont en vert, qui sont en rouge. Ça nous permet d'identifier des choses qu'on dit qui sont des différences statistiquement significatives. Donc, par exemple, significativement plus faibles chez les jeunes qui ne s'identifient pas comme noirs, par exemple. Mais quand il va y avoir des choses à noter dans les prochaines diapositives, je vais vous le souligner. Donc, sans plus tarder, je vous donne juste un aperçu de notre échantillon, donc les personnes noires qu'on a sondées versus le groupe contrôle qu'on appelle, qui sont des jeunes qui ne s'identifient pas nécessairement comme noirs. Qu'est-ce que je veux vous montrer ici? C'est simplement qu'on a une belle variété de profils, tant au niveau des groupes d'âge que du genre, de la langue parlée, de la scolarité aussi, dans les deux groupes. Il y a certaines petites différences entre les deux groupes, mais de manière générale, on a quand même une belle diversité. On a d'autres données de profil aussi. Et j'attire votre attention, c'est sûr que dans notre groupe de personnes noires qu'on a sondées, on a 81% qui se disent issus de l'immigration de première ou deuxième génération. On en a plus de la moitié qui ne sont pas nécessairement nés au Canada. Mais aussi dans notre groupe de personnes qui ne s'identifient pas comme étant noirs, on a aussi des jeunes qui sont issus de l'immigration de première, deuxième génération, mais donc peut-être qui s'identifient à d'autres groupes. Voilà, donc on a quand même une certaine diversité aussi dans ce groupe contrôle-là qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Peut-être juste un commentaire comme ça. Sur les revenus, j'attire votre attention. Les jeunes qui vivent avec 40 000 $ et moins, un jeune noir sur deux, j'attire votre attention. Dans l'autre groupe, c'est un tiers. Allons-y, allons-y. Tout à fait. Puis on va voir aussi d'autres résultats, d'ailleurs, en lien avec l'économie un petit peu plus tard. Donc, sans plus attendre, on va rentrer dans les résultats détaillés de l'étude. On a 6 thèmes qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Je vous rassure, on a fait quand même un résumé, là, donc il n'y aura pas trop de données. On a gardé vraiment les plus parlantes, les plus importantes. Je sais que Léger, on est connu pour avoir beaucoup de chiffres, mais on s'est concentré sur le plus important. On va mettre la table un peu en parlant brièvement d'éducation,
donc quelle proportion des jeunes qu'on a sondés ont fréquenté une école dans la dernière année. On va parler d'économie, de santé et de services sociaux, de culture, de justice et finalement de participation citoyenne. Sans plus tarder, rentrons dans l'éducation. Seulement au niveau descriptif ici, on a demandé aux gens au cours de l'année 2023-2024, avez-vous fréquenté une école, peu importe le type, et si oui, quel type d'école? Donc ici, on voit que 70% des jeunes noirs qu'on a sondés ont fréquenté une école dans la dernière année versus 59% au niveau de notre groupe contrôle. Donc c'est un petit peu plus élevé chez les personnes noires qu'on a sondées. Mais dans les deux cas, c'est la majorité des jeunes qu'on a sondés qui ont fréquenté une école dans la dernière année, avec différents types d'écoles, mais principalement au niveau du collège, du cégep, d'une école de commerce, etc. Maintenant, on passe au niveau de la section économie. Encore une fois, pour commencer au niveau un petit peu plus descriptif, donc on a demandé aux gens quelle est votre situation d'emploi actuelle. Les gens pouvaient choisir plusieurs réponses aux besoins. Donc on voit qu'on a environ 4 sur 10 parmi nos jeunes noirs qui ont un emploi à temps plein, 3 sur 10 plus ou moins un emploi à temps partiel, et on a environ le tiers aussi qui se considèrent étudiants. Donc, potentiellement plusieurs aussi qui travaillent en même temps de fréquenter une école. J'attire votre attention sur la donnée de sans-emploi. Depuis 40 ans, il y en a qui disent que le plein emploi va résoudre les choses. Le plein emploi fait juste garder le ratio de 2 à 2,5 fois. 4% taux de chômage sans emploi chez les jeunes du groupe de contrôle, 10% chez les jeunes noirs. Soit de toute façon, on est en pénurie de main-d'œuvre et de plein emploi. Cette donnée-là est cohérente au Québec parce que structurellement, il ne change pas. Prenez un chiffre multiplié par 2, 2,5 fois. J'attire votre attention là-dessus. Merci beaucoup. Maintenant, on rentre dans des questions peut-être un petit peu plus au niveau de la situation qui sont moins descriptives pour la suite. Donc, on a demandé aux gens, pensez-vous que vous, votre ménage, disposez de revenus suffisants pour vivre de manière décente? Qu'est-ce que vous voyez dans le graphique? Pour votre information, c'est les résultats pour notre échantillon de jeunes noirs. Et qu'est-ce que vous voyez en dessous? Où est-ce que le petit cône en gris? C'est les résultats parmi le groupe contrôle. Donc, parmi les jeunes noirs, on a 55% qui nous disent avoir des revenus qu'ils considèrent suffisants pour avoir une vie décente, comparativement 75% dans le groupe contrôle. Donc, c'est un écart qui est quand même très important ici, que les données nous font ressortir. Et là, on regarde la première partie du graphique qui est près de moi, mais j'attire votre attention aussi sur la catégorie revenus très insuffisants. C'est quand même un jeune noir sur 10 qui a sélectionné cette option versus seulement 3% des personnes du groupe contrôle. Donc, des jeunes qui ne s'identifient pas comme des personnes noires. C'est un écart qui est assez important, en fait. On note aussi, parmi les personnes noires précisément, que les personnes qui sont non immigrantes, donc qui sont nées au Canada, ont quand même tendance davantage à dire avoir des revenus suffisants que celles qui sont nées à l'extérieur du Canada. Un commentaire là-dessus. On s'entend, c'est beaucoup de données, là, je vais m'assurer la vulgarisation. On parle de revenus suffisants, là. C'est le besoin primaire, là, c'est suffisant. Un jeune noir sur 2 n'a pas les revenus suffisants. 3 jeunes de l'ont des revenus suffisants. C'est quand même un écart inacceptable. OK? C'est un très gros écart, en effet, le quand on compare. Tout à fait. Si on poursuit maintenant, toujours dans une optique d'économie, on a demandé aux jeunes qu'on a sondés comment qualifiez-vous votre niveau de connaissance des opportunités en entrepreneuriat au Québec? Est-ce que c'est très élevé, moyen, faible? Et qu'est-ce qu'on voit en fait? C'est 18% des jeunes noirs qu'on a sondés quand même qui disent avoir un niveau de connaissance des opportunités entrepreneuriales au Québec élevé. C'est sûr que c'est une minorité, mais j'attire quand même votre attention sur le fait que c'est significativement plus élevé chez les jeunes noirs, dont on sait que la majorité sont issus de l'immigration de première ou deuxième génération, que chez les jeunes du groupe contrôle, où est-ce qu'on est seulement à 11%. Où est-ce que c'est significativement plus faible. Des jeunes pourtant qui sont plus enclins
à être né au Canada, à avoir passé plus de temps au Québec. Donc, ça montre quand même un certain intérêt chez les jeunes des communautés noires du Québec pour l'entrepreneuriat, du moins à s'informer et à prendre connaissance des opportunités qui s'offrent à eux. C'est pas un passeport pour ne pas intervenir en disant qu'ils vont se débrouiller tout seul. Là. Quand ça va mal, on veut se débrouiller, mais on a un rôle. Un jeune noir sur deux n'a pas les revenus suffisants. Bien sûr, ils sont plus portés à entreprendre pour les encourager. Tout à fait. On passe maintenant à notre section sur la santé et les services sociaux. Ici. Donc, on a demandé aux jeunes qu'on a sondés parmi les professionnels de la santé et des services sociaux suivants, lequel ou lesquels avez-vous consulté dans les 12 derniers mois? C'est 80% des jeunes noirs qui ont consulté au moins un de ces professionnels de la santé-là dans la dernière année, versus 95% au niveau du groupe contrôle. Donc, ce qu'on voit de manière générale, peu importe le type de professionnel, comme vous voyez sur le côté, la colonne du groupe contrôle est en verte, c'est que les jeunes noirs ont moins tendance à avoir consulté des professionnels au cours des 12 derniers mois. Un commentaire là-dessus. Garder des individus sans statut au Québec, ça fait que 20%. Probablement là-dedans, il y en a qui ne consultent pas parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'ils sont en bonne santé, mais il y en a qui ne consultent pas parce qu'ils ne peuvent pas consulter. En prévention, ils n'ont pas d'accès. La question du statut. Tout à fait. On a demandé aussi aux gens, avez-vous déjà été en contact avec les services de la Direction de la protection de la jeunesse, donc la DPJ? C'est 15% des jeunes noirs qui nous ont dit oui. C'est un résultat qui est similaire à ce qu'on observe dans le groupe contrôle. Ici, dans le groupe contrôle, on a 14%. Par contre, j'attire votre attention sur la première catégorie, où est-ce qu'ici, on a une différence significative. Donc, on a un pourcentage 2 fois plus élevé de jeunes noirs qui ont eu une expérience avec la DPJ, mais en tant qu'enfants signalés. Donc, on est à 8% chez les jeunes noirs versus 4% au niveau du groupe contrôle. Cette donnée-là est importante, le commentaire que vous comprenez, je les ai vus d'avance, puis j'ai regardé ça très longtemps. Ce chiffre-là, 14-15, ça a l'air très simple, mais il y a une pédagogie à faire. Les jeunes noirs, là, sur les 15%, le lien qu'ils ont avec les DPJ, c'est parce qu'eux-mêmes, ils ont été signalés ou ils sont signalés comme enfants ou comme parents. Donc 12% du 15%, c'est parce qu'eux-mêmes, hein, ils sont observés. Tandis que dans le groupe, eux, c'est parce qu'ils signalent les autres. Les 7%. OK? Il y a une belle pédagogie à faire avec 15. Une 14, je vous le rappelle, signalés comme enfants, signalés comme parents. Tandis que dans le groupe, ben c'est sûr que les 14 et le 15, il y a quelque chose là. Les pourcentages sont similaires, mais pas tant que ça, finalement, quand on prend le temps de regarder comment ils sont composés. Effectivement. Ensuite, on a posé la question, comment qualifiez-vous la qualité de votre environnement physique de vie? Ici, on donne comme exemple mon logement, mon quartier, ma localité. Est-ce que c'est très bonne qualité, moyenne qualité? Parmi les jeunes noirs, 66% nous disent de bonne qualité, 23% très bonne. Parmi les jeunes noirs, comme on a vu pour plusieurs données, c'est une proportion qui a tendance à être plus élevée chez les personnes qui sont non immigrantes, donc qui sont nées au Canada. Et ici également, on voit un écart qui est quand même assez important, quand même assez choquant, avec le groupe contrôle, où est-ce que 84% ont qualifié la qualité de leur environnement physique de vie comme étant bonne et 41% comme étant très bonne. Donc, encore une fois, un écart qui, peut-être qui confirme certaines hypothèses qu'on avait, mais quand on le regarde d'un point de vue statistique, c'est quand même assez choquant. On passe maintenant à notre prochain sujet, celui de la culture. Donc, on a demandé à nos jeunes, pratiquez-vous une activité artistique à des fins professionnelles comme la peinture, la musique, la danse, l'écriture, c'est-à-dire pour en faire votre carrière ou en échange d'une rémunération? C'est 30% des jeunes noirs qui ont dit oui. Peut-être que vous allez me dire, c'est quand même élevé, 30% des jeunes noirs qui sont des artistes professionnels.
On garde en tête ici qu'on est sur les 15 à 34 ans, donc c'est possible que c'est des personnes qui ne vivent pas nécessairement présentement de leur art, mais qui considèrent potentiellement en faire une carrière. 30% chez les jeunes noirs, c'est significativement supérieur à ce qu'on observe dans le groupe contrôle. On est à 16%, donc un pourcentage qui est quand même environ 2 fois plus grand au niveau de la pratique d'une activité artistique avec des aspirations professionnelles ou à des fins professionnelles. Implication dans des organisations à vocation culturelle. On a une tendance qui est similaire ici. On a demandé aux jeunes, êtes-vous impliqués dans une ou plusieurs organisations à vocation culturelle? C'est près de 3 sur 10 au niveau des jeunes noirs, 27% qui nous disent être impliqués. On est seulement à 1 personne sur 10 au niveau du groupe contrôle. Donc, on a des jeunes noirs qui sont statistiquement plus nombreux à dire qu'ils vont s'impliquer dans ce type d'organisation-là, en lien avec la culture. J'attire l'attention, c'est que ça veut dire nos organisations, hein, les jeunes s'impliquent beaucoup plus. Donc, la vocation culturelle. Surtout quand on compare à ceux du groupe contrôle, où 60% des jeunes disent ne jamais s'être sentis discriminés en lien avec leur identité. Donc, il y a vraiment un écart important ici qu'on voit entre les deux groupes. Je vais faire un peu de pédagogie là-dessus. Un petit peu de pédagogie. Merci aux jeunes légers. En disant en passant, si vous voulez contester les chiffres, ça va mal au Québec. Là. Les légers font des sondages partout. On ne voit pas pourquoi les chiffres ne seraient pas bons juste là. OK? C'est pour ça qu'on a utilisé léger. Là. C'est pas gratuit. Aussi, c'est pas gratuit. Le CAD, on a un peu de pédagogie à faire. Il y en a un petit peu de pédagogie. Moi, ça fait... À force que ça me choque, j'ai fini par le maîtriser, on le voit, on les a vus en série. Le groupe de contrôle, là, on va se dire les vraies affaires entre nous. Le groupe de contrôle, c'est pas 100% de jeunes blancs. Dans le groupe de contrôle, il y a un certain nombre de jeunes issus des minorités visibles. Donc, on peut penser qu'il y a des gens de la communauté maghrébine, des latino-américains. Donc, le chiffre que vous voyez pour le groupe de contrôle, il est teinté par la présence de ces groupes-là. Donc, si on isolait les groupes qui sont les autres minorités, on aurait autre chose. Mais ceci étant dit, vous captez ça. Une fois, disons, le gouvernement, des fois, c'est individuel, là, les individus. Mais quand on dit, ici, là, souvent, c'est la santé mentale, là. Je ne sais pas si vous avez... Quand vous êtes discriminé souvent, 7 fois plus souvent que vous vivez de la discrimination, un jeune noir vit de la discrimination. Quelquefois, quand vous regardez ça, c'est révoltant. Après, vous allez comprendre que si vous voulez pas traiter à la base, je ne sais pas, c'est toujours bon pour les politiciens de faire des annonces de la police, la sécurité, patati patata. Ça tombe bien, vous envoyez 2 messages. Vous le savez. Mais c'est pas ça l'enjeu. Essayez-vous. Pour la plupart des politiciens, c'est difficile, là, j'allais dire. Ce serait bien comme si ça se pouvait que vous essayez de vous faire discriminer une semaine. Vous allez voir comment vous allez sentir le vendredi. Malheureusement, on ne peut pas. Ce serait un chiffre de faire un laboratoire, là. Je sais pas, je vais y penser. Tu un maire, là, on est, là, tu vis ça, là, souvent. C'est pas acceptable, là. Vous voyez des données comme ça, on peut pas. C'est pas acceptable. Ça vient des jeunes. C'est important de rappeler que... Il y a une différence garçon-fille? Oh, on a toutes les données. Mais c'est... La discrimination, j'ai tendance à croire qu'il y a de la générosité là-dedans. J'ai tendance à croire qu'il y a de la générosité, mais c'est tellement lourd, j'ai pas le choix de vous amener ça plus soir. Parce que je veux vous garder éveillés, pas frustrés toute la journée. J'ai pas le choix de vous amener ça. Puis, je suis entièrement d'accord que les sondages de Léger, effectivement, sont partout au Québec, ils sont tous excellents. Mais... c'est quand on cherche à prédire les résultats des élections provinciales, par exemple, on sonde 1000 Québécois à travers la population générale et ça nous donne des résultats qui sont quand même assez près
des résultats des élections, ici, on a sondé 961 jeunes noirs du Québec. Donc, ce n'est pas un échantillon de 100 personnes qu'on a été chercher sur les médias sociaux, c'est un échantillon qui est presque aussi grand, en fait, que ce qu'on utilise pour faire des sondages politiques chez Léger. Donc, c'est quand même des données qui sont assez significatives. Combien? On est à environ 500 dans le groupe contrôle, ce qui est aussi un bon échantillon pour un sous-groupe qu'on analyse là. Excusez-moi, je voudrais connaître les contextes judiciaires. Est-ce que c'est dans un procès? Est-ce que c'est dans le système pénitentiaire? Est-ce que c'est dans le concept d'une intersection policière? Il y a différents contextes. De discrimination dans la question. Ici, la question était vraiment générale. Donc, vous êtes-vous déjà senti discriminé en lien avec une ou plusieurs de vos identités, perçues ou revendiquées? Mais on a une question qui est spécifique en lien avec les services publics auxquels on va aller. Tout à fait. Mais ici, c'est très général. Bien justement, on y arrive. Expérience de traitement injuste avec les services publics. On a demandé aux gens, considérez-vous avoir été victime de discrimination ou de traitement injuste dans vos rapports avec les services publics? Je vous lis la définition juste pour qu'on soit sur la même page parce que, bon, c'est peut-être un petit peu petit. On a défini les services publics dans le sondage comme étant, les services publics englobent une variété de services qui sont fournis par les gouvernements provincial et fédéral pour répondre aux besoins des citoyens et des citoyennes, par exemple dans les domaines de la santé, de l'éducation, du transport et de la justice. Ici, c'est 66 % des jeunes noirs qui disent avoir été victimes de discrimination ou de traitement injuste avec les services publics spécifiquement. La moitié, environ 46 % qui disent l'avoir vécu plus d'une fois. Et un jeune noir sur 10 qui nous dit que c'est quelque chose qui arrive souvent. Dans les groupes contrôle, c'est 71 % des jeunes qui disent n'avoir jamais vécu de telles situations. C'est quand même vraiment le jour et la nuit en termes de résultats. Bon, ici, un peu de pédagogie. OK. Là, le Québec, là, moi, je ne fais pas de politique partisane, là. OK? Là, on parle des gouvernements, là. On parle des gouvernements. Face, disons, on va simplifier ça, face, j'ose dire citoyen, mais avec un diaphragme comme ça, disons un client. Les jeunes noirs dans les services gouvernementaux, comment on peut réussir dans la vie sans services gouvernementaux d'éducation, gouvernemental d'éducation, de santé? Vous regardez ça dans le transport, tout ça. Donc, à la base, c'est l'État qui livre ces services-là. Et vous avez créé un environnement qui fait que les jeunes noirs disent, 2 tiers des jeunes noirs disent « je suis traité de façon injuste », dont certains, beaucoup et quelquefois. Dans le groupe de contrôle de 71%, enlevez probablement ceux qui sont des minorités visibles, vous comprenez qu'on a un écart où normalement, mettons les gens, là, vous avez des questions en chambre sur d'autres affaires. Il me semble que c'est fondamental comme enjeu, là. On peut aller gratter, c'est le traitement injuste que l'État leur donne dans les services de base. La santé, l'éducation. Comment un jeune peut réussir de façon en égalité des chances si lui, il dit j'ai un traitement injuste et de discrimination? C'est inacceptable, c'est révoltant. Soit dit en passant, moi quand je vais à Québec, je parle des données de Québec. Quand je vais à Gatineau, je parle des données de Gatineau. Donc où est-ce qu'on est? À Montréal. Savez-vous l'endroit où ils ont le moins bon service? À Montréal. Aïe! OK? Donc, je voulais dire, c'est qu'on a regardé les groupes, il y a quelque chose de fondamental. On peut faire des études complémentaires pour voir si le jeune a bien compris la question, mais on peut juste se fier à son jugement. On peut juste se fier à son jugement aussi.
Je vois que ça fait réagir, là. Oui, bien cette section-là particulièrement, je pense que c'est une des plus choquantes. OK. Est-ce que vous permettez qu'on complète et on prend les réactions? OK, parfait. On arrive bientôt vers La fin. Vers la fin, effectivement. Participation citoyenne. Participation à des groupes et des organismes. Ici, on a demandé aux gens, au cours des 12 derniers mois, participez-vous ou étiez-vous membre des groupes, organismes ou associations? On a sportifs ou récréatifs, culturels, éducatifs. On a toutes sortes de types de groupes qui sont mentionnés ici. Mais qu'est-ce qu'on retient de cette diapositive-là? C'est qu'au global, c'est 78% des jeunes noirs qui disent faire partie d'au moins un groupe organisme, ou du moins en avoir fait partie dans la dernière année, versus 61% au niveau du groupe contrôle. Et indépendamment du type de groupe, du type d'organisme, on a une proportion qui est significativement supérieure chez les jeunes noirs, qui montre encore une fois leur implication dans des groupes qui ont tendance à être plus élevés que celle du groupe contrôle. Un petit point là-dessus, là. Deux préjugés, là. Tu sais, comme j'ai testé, là, j'ai dit aux gens, quand on dit préjugés, on a juste d'avoir la donnée. Pensez-vous que nos jeunes sont impliqués si on s'intéresse à la politique ou à l'environnement? En général, la rumeur veut que les jeunes noirs s'intéressent moins à ces enjeux-là. Je vous attire l'attention ici. Un parti politique, 10%, c'est 2 fois plus de jeunes noirs qui s'impliquent à un niveau ou à un autre dans un parti politique. Dans le groupe de défense de l'environnement, 2 fois plus de jeunes noirs qui le font. Est-ce qu'ils le font de la même manière? Est-ce que c'est juste dans les partis visibles médiatiques? Ça, on pourrait aller sur nos vidéos, j'attire votre attention là-dessus. Donc, on a des jeunes très impliqués. Mais s'il faut que ça change seulement quand ils arrivent au pouvoir, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Là, ça va prendre du temps là. Un autre énoncé, ici, on demande aux gens quel est votre degré d'accord avec l'énoncé suivant. Les espaces d'engagement citoyen que vous connaissez sont suffisamment inclusifs pour encourager votre participation. On est à 65% d'accord chez les jeunes noirs, 15% tout à fait en accord, donc la plupart de ces 65%-là se rangent dans le plus tôt. Et au niveau du groupe contrôle, on est à 76%, donc on a quand même une différence significative ici, mais je dirais un petit peu moins marquée que ce qu'on a vu plus tôt. Ensuite, sentiment de contribution positive à la communauté. Vous avez le sentiment d'avoir une contribution positive reconnue à la communauté ou aux communautés auxquelles vous vous sentez appartenir. 68% des jeunes noirs se disent en accord, versus 64% des jeunes du groupe contrôle. Donc ici, on n'a pas nécessairement de différence significative, ce qui nous indique quand même que dans l'ensemble, les jeunes noirs ont autant l'impression d'avoir une contribution positive aux communautés auxquelles ils... Et aussi, toujours sur une note aussi un petit peu plus positive ici, quand on leur demande quel est votre degré de confiance en l'avenir de la communauté ou des communautés auxquelles vous vous sentez appartenir, le niveau de confiance, en fait, des jeunes noirs en leur communauté est à 46% élevé. C'est exactement la même donnée qu'on obtient dans le groupe contrôle. Par contre, on est à 43% qui disent moyennement, ce qui n'est pas nécessairement positif, ce n'est pas nécessairement négatif, mais de manière générale, il n'y a pas... c'est une proportion assez faible qui vont dire avoir un niveau de confiance qui est faible, dans les deux groupes. Un petit peu de pédagogie là-dessus, c'est le slide du Québec qu'on aimerait voir. Okay? Vous avez une question, vous regardez les réponses, une chance, c'est de la confiance dans leur communauté. On dirait que vous soyez noir ou pas, les réponses diffèrent pas. On peut-tu avoir ça dans les autres catégories? OK? Regardez ça. Hein? Un beau tableau québécois, on est tous à peu près pareils, il y a des différences, mais il n'y a pas de grands écarts choquants. Et moi, les jeunes qui sont dans la salle, je suis tellement content de ce résultat-là, parce qu'avec ce que vous vivez, avec les choses que vous vivez, et que vous avez encore cette confiance à ce haut niveau-là, applaudissons nos jeunes.
ça que le CA, les organismes, ils ont plein d'autres choses, plein de mandats, la réunion supplémentaire, ils viennent parce qu'on veut mener la bataille pour vous. Merci de garder confiance malgré votre contexte particulier. On va y aller. Et ça conclut en fait les grands constats que je voulais vous partager aujourd'hui. Pour conclure, on a seulement un rappel de certains éléments clés qu'on a vus ensemble aujourd'hui. Donc, on sait que la majorité des jeunes noirs qu'on a sondés ont fréquenté une école dernièrement. On a vu des données quand même choquantes par rapport à la perception de la suffisance des revenus. Un écart qui est quand même important entre les jeunes noirs et le groupe contrôle. Au niveau des opportunités entrepreneuriales, par contre, en économie, les résultats nous indiquent que les jeunes noirs cherchent à s'informer sur les opportunités qui s'offrent à eux dans une mesure qui est encore plus grande que celle du groupe contrôle, donc des jeunes qui ne s'identifient pas comme étant des jeunes noirs. Et au niveau des professionnels de la santé, quand on parle de santé et services sociaux, on a vu des écarts aussi quand même assez importants, notamment au niveau de la consultation qui est peut-être moins accessible. Et peut-être de la discrimination aussi. Au niveau de la culture, on a vu des jeunes noirs qui sont particulièrement impliqués dans des activités artistiques, dans des organisations culturelles, dans différents organismes. Au niveau de la justice, on a vu par contre que les jeunes noirs sont beaucoup plus hauts en proportion à dire avoir subi de la discrimination. Puis même quand on regarde les personnes qui en subissent souvent, c'est un pourcentage qui est quand même important. C'était quand même assez choquant de voir aussi la proportion au niveau des services publics. 66% des jeunes noirs qui estiment avoir été victimes de discrimination au niveau des services publics. Et sinon, si on termine avec la participation citoyenne, on voit que les jeunes noirs ont quand même plus tendance à avoir été impliqués dans différents types d'organismes dans la dernière année. C'est les principaux constats que j'étais venue vous présenter aujourd'hui. Donc, je laisse pour le mot de la fin, puis on est disponible pour les questions. Là, on va prendre les périodes de questions. Donc, il y avait des mains levées. Donc, j'ai vu des mains ici. Donc, on va... Ah oui! Donc, vous avez les données. S'il y a des éléments qu'on peut creuser, j'ai vu un premier, Franck Benjamin, qui voulait intervenir, député de Dieu, 3e vice-président de l'Assemblée nationale. Allez-y. Peut-être que les gens pourraient faire la queue ici, Edouard. Oui, les gens qui ont des questions, c'est bon. Et je demandais à Rosie de Kassongo, qui est administratrice, qui va animer avec moi les prises de parole. Et on va se réserver un bloc de 15 minutes. Vous allez me permettre de donner la chance aux élus qui ont levé la main. Donc, s'il vous plaît, on va y aller assez court dans les interventions pour qu'on puisse passer à travers. Monsieur Président. Merci au sommet, merci à la firme Léger pour cette donnée-là. Écoutez, moi j'ai été frappé par les données sur la participation citoyenne. Donc, plusieurs données me surprennent. Question sur les interactions des jeunes avec les services publics. Est-ce que vous avez des données ventilées par groupe d'âge et par secteur d'activité gouvernementale? On a les résultats de la question qu'on a présentée par groupe d'âge, mais la question était générale au niveau des services, donc on n'a pas nécessairement divisé par secteur. N'oubliez pas, il y a du qualitatif qui a été fait par l'Observatoire. Et des fois, si vous avez un budget de recherche, vous avez des données complémentaires, l'Observatoire peut vous aider là-dessus. C'est un bon point. Merci Edouard. Je réponds un peu à l'avance à ma question parce que c'était la suivante, à savoir ce qu'il y avait donné qualitatives. Je pense que comme élu, on a certainement tous été interpellés par la question des services publics, donc à savoir s'il y avait des exemples sur le plan qualitatif. On peut penser à la santé, donc en matière de violence obstétrique, ou ne pas croire des diagnostics, évidemment en matière d'éducation. Je pense que les exemples, donc les gens dans la salle pourront en avoir, mais je comprends que vous, de votre côté, ce qu'on nous a présenté, donc c'est tout ce que vous avez, donc il n'y a pas eu de portion qualitative, donc à votre étude, pour entendre ce type d'exemple-là et à savoir lesquels reviennent le plus souvent. Au niveau de l'étude de Léger, non, mais je crois que c'est quelque chose au niveau du sommet là, qui... Exact. On va publier le portrait
Dans les élus, ah ok, bon, excusez, hein, vous êtes de Montréal. Ça, tu vas pas ça, ok? Je vais faire un petit commentaire, c'est important, c'est mon commentaire. Montréal, on a d'autres enjeux que des questions de maîtrise de la langue et de la danse. Donc, nos élus, vous voulez parler d'autres langues, tant mieux. Si vous voulez danser, tant mieux. Les problèmes sont importants. Allons-y. Merci, Edouard. J'ai l'impression d'avoir été un peu ciblé quand même dans tes propos quelquefois. Vous êtes la présidente du comité exécutif? Exactement. Donc, on a les données. Elles sont évidemment choquantes et l'indignation, ça doit nous amener à l'action. On en a fait des choses quand même à la ville, c'est pas parfait. On a reconnu qu'il y avait du racisme systémique à la ville. C'est le premier pas qu'on va faire. On a créé un bureau pour lutter contre le racisme à l'interne. Et donc, je comprends que tu dis que la ligne indépendante qu'on a créée pour les plaintes de racisme, les gens n'ont pas confiance. Mais on l'a créé, puis on a créé un organisme qui est indépendant des services de la ville, justement pour que les gens aient un sentiment de neutralité et qu'ils puissent vraiment se plaindre. Ça ne marche pas complètement, c'est pas suffisant, il faut aller plus loin. Et à mon avis, comme Ville de Montréal, le premier engagement qu'on doit prendre, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas de racisme dans la ville comme employeur. Ils ont un rôle là-dessus, on peut prendre un leadership là-dessus. On ne pourra pas régler tout seul toute la question de la transformation de la lutte au racisme dans la société. On doit y participer, bien sûr, mais comme employeur, en tout cas, moi, comme président du comité exécutif, je suis dans la course à la chefferie, tu l'as nommé. Si je ne gagne pas la course à la chefferie, je redeviens président du comité exécutif. Donc, de toutes les manières, je peux jouer un rôle déterminant pour aller encore plus loin. Et tu ne seras pas dans un comité. Je veux juste dire à la personne qui a une voiture Lexus blanc qui est garée juste au stationnement, on a besoin qu'elle puisse aller se déplacer, s'il vous plaît. Lexus blanc, stationnement. Donc, l'immatriculation, malheureusement, je ne l'ai pas, mais je l'ai demandé. Vous avez été avec nous, vous avez suivi le déroulement du sommet Afro-Jeunes qui s'est déroulé ici à Montréal. Nous voici aujourd'hui à l'Université de Montréal, dans le pavillon Jean Coutu, où nous clôturons le sommet 2025 de Sommet Jeunes Afro. Merci beaucoup pour avoir suivi ce sommet, ce déroulement qui a été très impactant dans la vie de la communauté noire du Canada et de Québec en particulier. Je pense que tout le monde s'est retrouvé dans ces sommets. Et si vous avez aimé ces sommets, je vous dis un grand merci et restez branchés sur Afro-Canada Télévision. Philémon Mavon depuis Montréal.